Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des reviews sur le manga One Piece, on va lire quelques chapitres, je sais pas, je vais lire entre un et 3 chapitres, je pense. Donc ça fait un moment dans ma tête que je suis en train de me dire, allez, faut que je me chauffe, que je fasse une review One Piece. Là, ce qui m'a motivé, c'est que j'ai vu une miniature d'une des vidéos de Goji, qui fait des reviews One Piece, ça s'écrit G-O-J-I. Et j'ai vu une image qui m'a un peu intrigué et je me suis dit, ok, il se passe des trucs là dans le manga, là, ce serait peut-être temps que je reprenne la lecture. Mais je vais vous avouer que j'ai vraiment lâché l'affaire avec One Piece. Pour être honnête, le manga me fait plus kiffer comme avant. Je le trouve plus aussi époustouflant que j'ai pu le trouver par le passé. Il faut dire que mes arcs préférés pour moi, c'est il y a l'arc Skypiea juste parce qu'il y a le personnage d'Ener et le fruit de la foudre et je kiffe l'élément de la foudre. Ensuite, Enies Lobby aussi, qui est l'un des arcs les plus importants de One Piece en termes d'évolution, de puissance des personnages. Et ensuite, l'arc Dressrosa que j'ai trouvé bien écrit, même si j'ai kiffé aussi l'arc Tea Party. Mais depuis l'arc Wano, en réalité, je suis pas en accord avec les idées de Oda. Et je trouve ça même un peu dommage. J'ai comme l'impression qu'il utilise un peu trop souvent des facilités scénaristique, dans le sens où il y a quelques petits points du manga, j'en avais déjà parlé à l'époque dans les reviews, hein, pour ce que je m'en souviens. Et donc du coup, j'avoue que là, ça fait un moment que j'étais en train de me dire, bon, allez, je me chauffe, je fais une review One Piece. Mais l'envie, elle était pas là en réalité. Je me sentais un peu, comment dire, obligé de le faire, dans le sens où bah, c'est un peu ça qui a démarré mon aventure sur YouTube. C'est les reviews One Piece, hein, c'est la première vidéo que j'ai partagée sur YouTube, c'était une review One Piece sur la chaîne Rager Red Team. Je suis même plus sûr qu'on puisse la retrouver avec ce nom. Et donc du coup voilà, donc j'ai le tome 106 avec moi. Je vous le montre, hein, voilà, hein, je regarde pas les scans, hein, maintenant que je peux me permettre de dépenser des sous dans ce que j'aime. J'avoue que je vais plutôt me faire une collection. D'ailleurs j'ai acheté le pack East Blue, j'ai du tome 1 au tome 12, je crois, je les ai dans le placard. Et voilà, donc du coup, pour être honnête, alors juste pour ce dont je me souviens, la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il y avait Rob Lucci qui était de retour et qui commençait à échanger des coups avec Luffy, alors que Kaku avait justement dit que maintenant que Luffy était un empereur, il pouvait plus se permettre d'initier d'attaque contre lui sans avoir l'autorisation du gouvernement. Ensuite, un autre point sur lequel je crois pas avoir trop réagi dans ma review précédente, c'est un peu l'intervention de Vegapunk, qui regarde le fils battre et qui dit tiens, c'est quoi ce fruit du démon, je le connais pas. Nami a dit oui, c'est le Gomu Gomu no, Gomu Gomu no Mi. Du coup, le fils l'a toujours appelé comme ça, et après Vegapunk il est en mode ouais, mais non, en fait ça me rappelle la déesse Nika. Je vais pas vous mentir, je trouve que changer du fruit du caoutchouc au fruit de la divinité Nika Nika, c'est une connerie monumentale et cosmologique. En fait, ça tue l'essence même de ce que représentait Luffy dans l'univers de One Piece. Dans l'univers de One Piece, il y a 3 catégories de fruits du démon. Il y a celle des Zoan, hein, qui sont un peu le fruit fourre-tout de Oda. Hein, je veux dire, pour être honnête, depuis que je regarde One Piece, j'ai pas vu un seul Zoan utilisé de manière intéressante, à part celui de Chopper, qui était suffisamment original. Le Zoan de l'humain donnait un renne. Mais les Zoan, ils peuvent se transformer en animal, mais ils n'ont pas de capacité liée à ça. Ça augmente juste leur force, leur férocité, leur agilité. C'est un peu un fruit passe-partout. Je veux dire, Wano, il y a eu quelques fruits intéressants, je crois, celle de l'araignée, là, la spider, l'araignée préhistorique, ou je sais plus trop quoi, là. Mais en réalité, je trouve que Oda manque d'originalité quand il choisit un fruit du Zoan. Ensuite, il y a les fruits les plus puissants de l'univers de One Piece, c'est-à-dire les Logia, ceux qui attribuent un pouvoir lié à un élément. Donc on a notamment le fruit des flammes, je crois que c'est le Mira Nomi de souvenir. Du coup, voilà, il y a Zoan les animaux, Logia les éléments, et ensuite il y a Paramecia, qui est un peu les pouvoirs notions, objets. C'est-à-dire, c'est pas un élément, c'est pas un animal, c'est plus dans comment Oda avait construit son œuvre, c'est plus une idée. C'est-à-dire, ça peut être un objet, ça peut être comme le fruit de Foxy, par exemple, ça peut ralentir les choses. Et donc, du coup, j'avoue que dans la catégorisation des puissances, les Logias sont les fruits du démon connus pour être les plus puissants, comme celui de Smoker, le fruit de la fumée, hein, voilà. Et ensuite, on a les Paramecia qui sont censés être les fruits les plus faibles. Et le fait que le personnage principal de One Piece avait un Paramecia, le Gomu Gomu no Mi, le Gomu Gomu no Mi, appelez-le comme vous voulez, le fruit du caoutchoutier, en bon français, ça faisait un contraste. Luffy, il avait un fruit du démon qui n'était pas si fort que ça, mais ça l'empêchait pas, avec son imagination, avec sa détermination, avec sa persévérance, d'être un adversaire à la hauteur.
Et donc du coup, les paramécias, en fait, c'est les fruits qui sont censés être les plus faibles. Et le fait que le héros Luffy, il ait un fruit paramécia, je trouvais que c'était une super bonne idée. Je veux dire, il y a même une scène, je m'en souviens, dans l'arc Thriller Bark, quand il affronte Moria, où Luffy, justement, il dit, ouais... il y avait tout un délire autour du fait que Luffy il avait le fruit du Gum-Gum. Et du coup, changer le fruit du Gum-Gum en la divinité, hein, c'est pas n'importe quoi, du Nika Nika no Mi, donc la déesse du soleil, de l'imagination, de je fais ce que je veux avec le monde qui m'entoure, je trouve que ça tue en fait ce qui faisait le cœur du personnage de Luffy, dans le sens où j'ai un fruit des démons qui est pas ouf, mais ça m'empêche pas d'être super déter au combat. Voilà, donc du coup j'avoue que je suis pas trop d'accord avec ça, et en plus de ça, ce délire de déesse et d'héritier de Joy Boy ou je sais pas trop quoi, je trouve vraiment que ça dessert plus l'œuvre qu'autre chose, dans le sens où Luffy, on l'avait suivi jusqu'à cet instant à Wano Kuni, parce que, comment dire, on l'avait suivi et on l'avait vu faire face à des adversaires tout le temps de plus en plus féroces, de plus en plus colossales, avec des fruits du démon et des pouvoirs de plus en plus développés, alors qu'il avait dans ses ressources, il utilisait un fruit du démon qui était pas ouf. Et c'est ça qui faisait le charme du manga One Piece, c'était que Luffy, en fait, il était fort malgré le fait qu'il n'ait pas mangé un fruit du démon qui était si ouf que ça. Et donc le Gear Second, le Gear Third et le Gear Fourth, c'est même, comment dire, c'était l'apogée, pas l'apogée, mais c'était... ça sublimait l'imagination de l'auteur. On voyait très bien que de par comment est-ce qu'il imaginait les power-ups de Luffy avec ses différents gears, on voyait que Oda, il utilisait beaucoup d'imagination et qu'il avait su faire d'un homme élastique un personnage puissant et comment dire, et inspirant. Là, avec le Nika Nika no Mi, ça tue le côté Luffy c'est un débrouillard pour faire de non, mais Luffy en fait c'est l'élu, il a mangé le bon fruit du démon, ses potes c'est tous des oufs, c'est pas un mec sorti de nulle part, non, non, depuis le début il est important, il avait mangé le fruit qui était gardé par la marine, et je suis désolé, mais moi j'aime pas du tout ça. Ensuite, l'arc Eggage, dans lequel je suis, ou l'arc Vegapunk, hein, appelez-le comme vous voulez, j'avoue que les Séraphins, ça m'intrigue, et j'ai même commencé un peu à réfléchir, et je me suis dit, j'ai un peu eu l'illumination, et je me suis dit, mais tiens, mais ça veut dire qu'on va avoir les Séraphins de Moria, c'est-à-dire le clone de Moria, donc on aura le retour du fruit des ombres avec le Séraphin de Moria. Il y aura sûrement le Séraphin Doflamingo, c'est-à-dire le clone de Dofi, dans le sens où, du coup, bah, c'est intéressant, voilà. Et ensuite, plus je réfléchissais à ma relecture de l'œuvre et comment est-ce que j'allais l'aborder, j'ai eu quelques idées. Je pense que Robin, au bout d'un moment, elle risque de se faire kidnapper par quelqu'un. Je pensais à Barbe Noire, parce qu'en fait, je trouve ça... En fait, le fil, là, en fait, avec ces idées-là, le fil a trop de choses qui le font... qui lui facilitent la route. Il a mangé le bon fruit du démon, il est pote avec un empereur, dans son équipage, il y a quelqu'un qui sait lire les poneglyphes. Ça casse le côté débrouillard, héros sorti de nulle part. Enfin bref, après le fil a eu les 2 ans d'entraînement et il a eu le temps de devenir plus fort. Donc au final, c'est pas si, si dommageable que ça. Mais du coup, j'étais en train de me dire aussi que Barbe Noire pourrait libérer des prisonniers de Impel Down, c'est-à-dire on pourrait revoir des personnages qu'on n'a pas, qu'on a oubliés dans un sens, c'est-à-dire par exemple Doflamingo, Kaido, Big Mom, Barbe Noire pour aller les chercher et les ramener pour la fin du manga. Et ensuite, qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Bah non, ça me revient pas. Mais bref, du coup, j'avoue que l'arc Vegapunk, en réalité, il me hype pas tant que ça, en fait, pour être honnête. Il y a quelques points qui m'ont fait de nouveau kiffer, mais le simple fait d'avoir vu comment est-ce que Oda, il réutilisait son ancien personnage Rob Lucci pour le faire combattre sans plus de développement contre Luffy, en début d'arc, pour un combat qui n'a pas de sens en réalité avec le parcours de Luffy, dans le sens où Luffy il a battu un empereur, j'ai déjà dit dans ma review précédente, mais je le redis ici, il a battu Kaido. Kid et Law, ils ont battu Big Mom, et donc du coup, j'avoue que Rob Lucci, c'est plus un adversaire qui met la pression. Même il a eu son éveil du fruit du démon, plus encore que ce qu'il maîtrisait déjà à l'époque d'Enies Lobby. Je suis désolé, mais là, Luffy... Même les Séraphins, je trouve pas ça logique que j'avais déjà lu un peu la suite de cet arc, hein. Mais bref, je développerai tout ça en temps et en heure. Je vais pas vous mentir que depuis là c'est un peu compliqué pour moi émotionnellement parlant, dans le sens où je suis un peu en train de serrer la vis. Mais du coup, ça faisait un moment que j'étais en train de me chauffer, de me dire je vais faire une review One Piece, je vais faire une review One Piece, je vais faire une review One Piece. Là, je me sens en chaud. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va lire le chapitre 1070 et je reviens pour vous immédiatement, tout de suite, pour vous en faire la review. A tout de suite.
Ok, donc chapitre 1070 lu. Et j'avoue que je suis complètement déçu par la tournure des scènes d'action du manga One Piece. Alors One Piece, ça a jamais été un manga non plus connu pour être 100% sérieux. Il y a toujours eu des petits moments comiques dans les scènes d'action et dans les scènes sérieuses qui adoucissaient l'œuvre. Mais en réalité, l'éveil de Luffy, je le trouve vraiment qu'il est décevant. Qu'il est décevant. Je veux dire, à l'époque, un de mes abonnés m'avait fait part d'une hypothèse pour le Gear 5. C'était de la vulcanisation du caoutchouc. C'est-à-dire, en gros, quand le caoutchouc il est monté à haute température, on peut le mélanger à d'autres éléments pour lui donner des attributs physiques différents. Donc là, en gros, Luffy, c'est plus le fruit du gum-gum qu'il a mangé, j'en ai parlé en intro de cette vidéo, c'est le fruit du Nika Nika no Mi, et il peut rendre un peu caoutchouc son environnement et les autres personnes, hein. On l'a vu dans le combat contre Kaido, qui pouvait un peu manipuler son étanchéité, je sais pas comment expliquer sa densité. Et là, on le voit contre Rob Lucci quand il lui met une patate dans le ventre après son Gum Gum Rocket. On le voit déformer Rob Lucci. Mais j'avoue que j'ai regardé la scène de combat et au bout d'un moment, Luffy il fait une tête géante et il essaie de manger Rob Lucci. Et j'ai trouvé ça juste ridicule en réalité. Je veux dire, en fait, c'est un truc de fou à quel point ça contraste tellement avec la montée en level du sérieux. Je veux dire, l'arc Tea Party, le combat contre Katekuri, contre Dantian, il y avait ce côté, le combat est sérieux, mais en même temps, il y a des scènes comiques qu'on connaît bien à One Piece. Et ça n'avait pas empêché Oda de faire des scènes stylées pour Luffy et des moments épiques et palpitants et on va dire suspensant, qui ont du suspense. Et là, du coup, j'avoue que je viens de regarder cet échange de coups et je me dis juste, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais pas vous mentir, je comprends pourquoi est-ce que j'ai pas spécialement eu envie de lire One Piece. C'est juste que la direction qu'a choisi Oda pour la suite de son histoire va complètement à l'opposé de la montée comment dire, de la montée en puissance du personnage. Là, j'ai l'impression que Luffy fait un retour en arrière. Je veux dire, la scène où il commence à tourner sur lui. Alors déjà, il y a un moment, j'ai pas compris ce qu'il a fait à Rob Lucci. Il y avait son bras qui est passé devant Rob Lucci, puis Luffy s'est mis à tourner, puis il l'a frappé, il l'a balancé. Et il n'arrivait plus à s'arrêter de tourner. Donc, je suis désolé, je veux dire... Non. En plus, là, encore, ce qui pourrait être intéressant, ce serait l'intervention. Parce que là, du coup, les Séraphins, alors, dans un premier temps, le début du chapitre, Sentomaru avait pas complètement été mis KO, il était encore un peu conscient, il avait réussi à se protéger un tant soit peu. Et donc du coup, les Séraphins n'étaient pas encore passés sous contrôle de Rob Lucci et Kaku. Donc du coup, on a eu une petite explication sur les Séraphins et sur comment est-ce que Vegapunk a fait pour reproduire le pouvoir de détenteur de fruits du démon. Je trouve ça assez intéressant. Il a créé un sang vert, le Green Blood, un sang vert, qui prend les gènes d'un utilisateur d'un des fruits du démon, Paramecia ou Logia, j'imagine. Alors Logia, il n'a pas réussi, mais Paramecia, il a réussi. Et donc du coup, il transfuse le sang à une personne, et cette personne-là, les Séraphins en l'occurrence, ont les pouvoirs de ce détenteur du fruit du démon. Ce qui fait qu'on a le pouvoir de Bo Hancock, qui est dans le Séraphin de Bo Hancock, le S-Snake, je crois. On a le pouvoir du nageur, j'ai oublié comment ça s'appelle, le pouvoir du nageur là, de Senior Pink, celui qui a affronté Frankie à Dressrosa, qui a été donné à Jinbei. Je trouve ça intéressant, le mélange homme-poisson qui peut nager dans tout. Reste à savoir, est-ce qu'ils ont les mêmes faiblesses qu'un utilisateur du fruit du démon, c'est-à-dire l'eau de mer et le granit marin? Je pense que oui, pour être honnête, ce serait un peu trop cheaté que non, mais ça m'étonnerait pas non plus que Oda dise oui, mais non, en fait, ils n'ont pas mangé le fruit, donc ils n'ont pas la malédiction, vous comprenez, c'est du sang. Ce serait un peu bizarre. Et donc du coup, j'avoue que les Séraphins, même si au niveau de l'échelle de puissance, pareil, hein, je veux dire, je veux bien, Nami a dit que ça représente une gêne pour eux, les Séraphins. Je peux comprendre, hein, c'est des outils de la marine, et l'équipage de Luffy, excepté Sanji, Zoro, Luffy, peut-être Jinbei, je sais pas, parce que Jinbei, on l'a toujours pas vu se bastonner en réalité. Reste à savoir si les autres, peut-être qu'ils ont pas le niveau, mais l'équipage au chapeau de paille, les chefs, hein, c'est-à-dire enfin les plus forts, hein, le trio de monstres, les Séraphins, en réalité, je vois aucun scénario logique dans lequel ils peuvent galérer contre eux. Ils sont juste trop puissants, Zoro, Sanji et Luffy, pour galérer contre les Séraphins.
C'est des versions jeunes des Shichibukai, et en plus de ça, et même s'ils ont des fruits du démon, je veux dire, je sais pas, même si Vegapunk qui dit que c'est les humains les plus forts, en réalité, je veux dire, l'équipage de Kaido, c'est-à-dire King, Queen et Kaido lui-même, je pense que c'est la limite de puissance que les séraphins peuvent atteindre. Ils peuvent pas être plus forts que Queen. Ils peuvent peut-être battre Queen à deux, mais genre tout seul, ça serait pas logique en fait dans l'évolution du manga. Je veux dire, ce serait un retour en arrière. Parce que Zoro, il a battu une personne qui a les mêmes gènes, là, qui a servi pour le clonage. Là, il a battu King, qui avait lui aussi les ailes en feu, ou je sais plus trop quelle connerie, là. Et donc, du coup, Zoro, on sait qu'il peut matcher avec un détenteur de ces... Comment il s'appelle déjà, cette espèce? J'ai oublié le nom de l'espèce de King, je vais regarder sur Internet. Lunaria. Enfin, bref, donc on sait que Zoro il a réussi à en battre un, donc du coup les séraphins ça doit pas non plus être une galère de ouf. Mais en même temps, je trouve que le concept des séraphins est intéressant. En réalité, les clones des Shichibukai, ça permet à la fois en fait de garder des potentiels combats, parce qu'au début de l'œuvre de One Piece, les Shichibukai sont présentés comme les pirates les plus puissants de Grand Line, enfin la première partie, après les empereurs. Et donc du coup, il y avait un peu ce délire de s'imaginer qui affronterait qui, c'est-à-dire Luffy affronterait les Shichibukai à un moment ou à un autre. Je trouve que les Shichibukai ont bien été utilisés dans le scénario de One Piece. Et du coup, utiliser les séraphins, ça va permettre de recycler des Shichibukai qui ont pris parti pour Luffy, c'est-à-dire par exemple Bo Hancock, elle est du côté de Luffy, et je pense pas qu'elle va changer. Et donc du coup, avoir un séraphin de Bo Hancock, c'est intéressant dans le sens où du coup, ça peut faire un combat contre le pouvoir de Bo Hancock, sans pour autant que Bo Hancock devienne une ennemie de l'équipage. Donc ça ouvre plus de possibilités pour les combats. Mais en même temps, je trouve que c'est illogique de considérer que les séraphins représentent une menace pour l'équipage de Luffy, parce que Luffy, Zoro et Sanji ont battu des personnes qui ont soit le niveau des séraphins, soit qui sont plus forts. Voilà, donc juste Sanji, on sait pas, Queen, il avait un Zoan et un corps robotique, et son Zoan du Diplodocus, là, ou je sais plus trop quoi, là, il n'était pas utilisé en réalité, comme je le disais au début de cette vidéo, les Zoan, ils sont pas... Oda, il est pas super inspiré quand il fait un Zoan, hein, c'est plutôt une idée facile, tiens, il me faut un adversaire fort, qui peut être dangereux, je vais mettre un Zoan et j'ai pas d'autre idée. Voilà, bref. Ensuite, ouais, je vais m'arrêter juste sur ce petit détail. Les combats de Luffy sont devenus ridicules. Je veux dire, je veux bien, en réalité, je veux bien que Oda, il kiffe dessiner son manga, et que du coup, il dessine des scènes et qu'il fasse des scènes qui lui plaisent. Mais en fait, c'est un virage qui va pas avec la manière dont a évolué l'histoire. Je veux dire, le Gear Force et l'éveil de Luffy au Haki qui permet de voir le futur, c'était épique dans l'esprit de One Piece. Ça allait avec les règles de One Piece, ça allait avec les règles du personnage, avec le caractère du personnage. C'était des développements logiques et des dénouements satisfaisants. Là, voir Luffy faire le con pour affronter Rob Lucci, parce que c'est trop marrant de faire n'importe quoi avec ses pouvoirs, je trouve que c'est juste dommage et que ça sert pas à l'œuvre. Et ça m'inquiète du coup pour la fin du manga, parce que en réalité, c'est ce que je me disais, c'est vraiment les côtés sérieux du manga qui contrastent le plus avec le côté comique, qui font que les scènes, elles ont plus d'intensité, que ce soit des scènes comiques ou des scènes sérieuses, elles ont plus d'intensité parce que dans One Piece, il y a ce contraste entre humour, action, drame, suspense, mystère, et c'est ça qui faisait le charme de One Piece. Là, voir Luffy, comme je l'ai dit, faire le con dans un combat contre un personnage qui est, même si au niveau puissance, il n'y avait aucune chance que Rob Lucci représente une menace pour Luffy, il n'y avait aucune chance, hein. Il a battu Kaido, je veux dire, à partir de là, Kaku, Rob Lucci, il leur mettre deux gifles, ils s'endorment. Hein. Mais du coup, j'avoue que je suis déçu par la tournure que qu'a pris le Oda concernant la manière de dessiner les combats de Luffy. Et je trouve que ça dessert plus l'œuvre qu'autre chose. Voilà, c'est ce que je pense. Bref, je vais lire le chapitre 1071, histoire de continuer à rattraper mon retard. Pas trop de grandes espérances, pour être honnête. J'avoue que je crois que c'était à peu près vers là que j'avais repris la lecture des scans, donc peut-être que je vais relire des chapitres que j'ai déjà lus. Mais donc c'est parti, on va lire le chapitre 1071, et je reviens tout de suite derrière, pour vous, immédiatement, pour vous en faire la review.
Ok, chapitre 1071 lu. Alors, j'ai fait une petite pause parce que mon voisin il a mis de la musique, donc ça dérangeait un peu pour l'enregistrement. J'ai fumé une clope, là je suis de retour, donc je vais faire vite parce que je pense qu'il va remettre du son plus fort. Donc, en gros, Vegapunk arrive au Dôme. Il y a un petit briefing. Le point le plus important, je pense que c'est le combat Kaku-Zoro commence. Kaku, en fait, Luffy arrive avec Bonnie, Jinbei et Chopper avec Atlas, l'un des avatars de Vegapunk, dans le laboratoire de Vegapunk. Hein. Donc il y a l'alarme qui est sonnée, le dôme il se ferme avec la protection compagnie. Et donc du coup ils discutent entre eux, ils disent ouais bon on va quitter l'île. Hein. Le CP0 commence à se répondre un peu, à se propager un peu dans les ouvertures possibles pour une fuite. Et donc du coup j'avoue que j'ai un peu lâché. Pour être honnête, j'étais pas dedans. Le chapitre a pas réussi à me mettre dedans, dans le sens où bah, déjà j'ai une information que je vais pas dire ici qui est un peu bizarre d'ailleurs maintenant que j'y pense, qu'on verra plus tard. Et donc du coup, Vegapunk semble être prêt à rejoindre l'équipage de Luffy, à fuir le gouvernement mondial, et donc du coup, Sentomaru est enfin mis KO, donc les Séraphins passent sous le contrôle du CP0 de Rob Lucci et de ses hommes. Ensuite, je vais pas m'attarder sur ce qui passe à Egghead, je me trompe depuis le début, je dis Egghead, mais en fait c'est Egghead. Les points que j'ai notés, c'est plutôt les choses qui pourraient être un peu plus intéressantes à développer. Alors déjà, dans un premier temps, le chapitre commence, Bartholomew Kuma, que j'avais complètement oublié, dash jusqu'à Redport, qui est sûrement une terre du gouvernement mondial. Je sais pas trop ce qu'il va y faire, mais du coup, Bartholomew Kuma arrive à destination. Ensuite, de ce côté-là, alors j'avoue qu'on va s'y attarder. Kuma, en fait, du coup, il a perdu toute conscience humaine, et Vegapunk, dans ce chapitre, dit qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, mais qu'il y a une raison pour ça. Donc, pour quelle raison Bartholomew Kuma a décidé de se transformer en cyborg? Je crois que ça a été dit, hein, j'ai oublié pour être honnête. Je sais que ça a été dit, il y a eu une petite scène avec Bartholomew Kuma, je crois, dans les chapitres précédents, mais j'ai oublié pourquoi, et je vais pas vous mentir, en réalité, ça, c'est pas grave de mon point de vue, ça m'empêchera pas d'apprécier l'histoire. Mais du coup, Vegapunk qui donne des explications à Divolry Bonnie, qui, je le rappelle, est la fille de Bartholomew Kuma. Ensuite, il y a le dôme qui s'ouvre, un personnage mystère, il parle d'un allié mystère qui est aussi présent dans l'île. Je pense savoir de qui il parle, et je pense aussi qui est à l'origine du fait que le dôme se soit ouvert et que le CP0 ait pu pénétrer dans la périphérie du laboratoire de Vegapunk. Hein. J'ai pas trop compris la géographie de l'île, mais du coup, voilà. Ensuite, un autre point que j'ai noté intéressant, c'est que Kid, il y a eu une petite scène vers lui, milieu de chapitre, en mode il arrive au niveau d'une île. Il y a, comment il s'appelle déjà, Killer qui dit, qui le réveille et qui lui dit ouais, on est arrivé près d'une île, est-ce qu'on accoste? Kid il est en mode ouais, on craint plus aucune île maintenant, on est les kites de ce game. Pourquoi tu me posais la question? Et Killer il dit ouais mais c'est parce qu'en fait c'est Airbaf. Donc du coup on va enfin voir Airbaf dans le présent de One Piece. Et c'est peut-être lié à l'homme à la cicatrice en feu dont Kid parlait avant de quitter Wano Kuni. Voilà, donc je trouve ça intéressant de mettre Airbaf dans le scénario principal de l'histoire. Hein. Les géants, on en a rencontré sur Little Garden au début de Grand Line. Je crois que c'était la deuxième île qu'ils ont explorée, où il y avait Mr. Tree et la fille qui faisait les peintures, j'ai oublié son nom, c'est pas Golden Week, peut-être que c'est Golden Week, on s'en fout. Et donc du coup, voilà. Ensuite, scénario qui se concentre sur Kid. Et ensuite, il y a un autre point que j'ai noté, c'est que Garp va chercher Hermep pour le chauffer, pour lui dire ouais, Hermep, pourquoi tu chiales parce que Kobe s'est fait capturer. Tout ce qu'on a à faire, c'est réunir des hommes et on va le chercher nous-mêmes, on va attaquer la riche et on va niquer des pirates. On va tabasser du pirate. Voilà, donc l'arc Vegapunk, l'arc Egghead semble ne pas être un arc long, qui fera une transition sûrement entre deux gros arcs. Donc je pense, hein, par rapport à ce que je sais de ce qui a été dit, tout ça. Et donc du coup, j'avoue que j'ai un peu lâché. J'ai un peu lâché, pour être honnête, j'arrive plus à kiffer le manga. Je pense que c'est plutôt en fait sur la manière dont on est raconté l'histoire que je suis en train de buter. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'hypothèse, j'ai pas vraiment d'attente. Hein, pour être honnête, j'ai plus tellement d'attente au niveau de One Piece. Tout ce que je veux, c'est savoir c'est quoi le One Piece. Mais du coup, j'avoue que j'ai peur en réalité que ce soit une connerie. En plus, j'ai entendu quelqu'un qui m'avait dit que le One Piece c'était un truc, mais ça, je pense que c'était une vieille hypothèse qui date depuis le début de One Piece. Hein, au début, One Piece, quand j'en discutais avec des potes, on était en train de dire et c'est quoi le One Piece? Un de mes potes il disait que c'est l'arbre des fruits du démon. Ensuite, moi, la plus grande peur que j'ai, c'est que Oda il nous sorte le coup. Je dis oui, en fait, le One Piece depuis le début, il est dans ton cœur. C'est l'aventure, le One Piece. C'est ça qui me ferait un peu plus peur. Moi, je voudrais que ce soit quelque chose
un peu de sérieux, tu vois. J'aime bien l'hypothèse du navire ultime, c'est-à-dire celui qui réunit tous les armes antiques réunis en une seule arme antique qui permet de niquer des mers à travers tout le cosmos entier. Un vaisseau spatial, en fait, c'est la NASA, le One Piece. Enfin bref. J'avoue que ce chapitre-là, je l'ai un peu speedrunné, dans le sens où j'avoue que Oda, il arrive plus à me tenir en haleine. La seule chose que j'aimerais, qui me fait un peu plaisir à voir, en fait, ce serait plutôt de voir, comment dire, c'est plutôt en fait tous les autres personnages de One Piece qui font le charme de One Piece, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnages aussi, ça fait partie du charme de One Piece, il y a plein de personnages à suivre, chacun a son préféré. Et donc du coup, j'avoue que là, j'ai pas trop, j'ai pas trop de grand chose à dire sur ce chapitre en réalité. Le Kaku, Zoro, à ce stade-là, même si Kaku lui aussi il a atteint l'éveil du fruit de la girafe, ce serait marrant à voir d'ailleurs. Je pense pas qu'il ait de taille pour battre Zoro, hein. On en a parlé de l'échelle de puissance un peu plus tôt dans cette vidéo. Mais par contre, j'avoue que Kizaru, voilà, c'est ça qui m'avait frappé. Il y a une scène où Kizaru, il dit voilà, 6+0, il pourrait s'enfuir, fermer toutes les issues, les renforts arrivent. Et Kizaru, j'avoue que j'ai vu des petites images par-ci par-là, je sais pas si c'était des fanarts, je sais pas ce que c'était. Mais j'avoue que Kizaru, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de lui, qu'on l'a pas vu se battre. Et à l'époque de Sean Body, quand il a affronté tous les supernovas et qu'il les a tous tabassés les uns après les autres, Kizaru semblait être un seuil de puissance inatteignable pour ces pirates de la pire génération. Et du coup, j'aimerais bien le revoir dans des scènes d'action. En plus, comment ça s'appelle, à Marineford, il a tabassé, il a fait il a eu ses scènes. Il avait réussi à prendre le dessus sur Marco vers la fin de son combat avant que ce soit stoppé. Et donc, du coup, Kizaru, c'est un adversaire puissant, qui est un fruit du démon puissant. Et donc, ça pourrait être intéressant de le revoir dans l'histoire principale de One Piece, de pas juste avoir des scènes où il parle, où il donne des ordres, tout ça, mais le voir combattre. Et donc, du coup, voilà. Pour le chapitre 1071, à part le fait que, en fait, j'ai l'impression. En fait, ce qui m'a un peu perturbé dans ce chapitre, c'est que on est à la fois sur Egghead, on est à la fois avec Bartholomew Kuma. D'un coup, on sait pas pourquoi ça nous parle de Kid. Est-ce que ça a un lien avec ce qui se passe à Egghead? Est-ce qu'il va y avoir un fil rouge entre ces deux aventures? Ou peut-être que la scène avec Kid ça aurait dû attendre la fin de l'arc de Egghead. J'ai un peu l'impression que Oda, en réalité, il a plus son style. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis, je m'extasie plus devant ses idées. Le Green Blood, je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai peur que, comme pas mal de ces idées intéressantes ne se soient pas développées, je pense notamment à la tenue de combat de Sanji, qui était pour moi un power-up intéressant pour Sanji, qui permettait de garder un peu l'essence du personnage, sans modifier sa nature. Bon, peu importe ce que je pense, en réalité, Oda, il est libre de faire ce qu'il veut dans son œuvre, et les fans sont libres d'apprécier ou de pas apprécier. Mais pour être honnête, j'ai comme l'impression que Oda, il a de plus en plus de mal à nous raconter une histoire. Ce que j'étais en train de me dire pendant que j'ai lisais le chapitre 71, c'est que, en gros, j'ai l'impression que Oda, il a juste envie de dire, en fait, ça, c'est ça. En fait, ça, c'est ça. En fait, il va nous donner toutes les réponses, sans nous donner les éléments qui nous permettent de déduire par nous-mêmes de ce que c'est. En fait, j'ai comme le sentiment qu'il nous donne plus de matière pour faire des hypothèses. Il nous donne les réponses trop tôt. Ça aurait pu être intéressant, par exemple, que les Séraphins, il se passe un truc du style, Vegapunk, il est attaqué, il est kidnappé par un membre du CP. Déjà, le CP0, c'est comme s'il n'existait pas avant que le CP9 devienne CP0. Je trouve ça bizarre, hein, dans le sens où, dans le CP0, il aurait dû y avoir des individus autres que les membres du CP9 qui représentent des éléments puissants du CP0 et donc du coup des nouveaux personnages intéressants. C'est dommage, ça n'a pas pris ce sens-là. Mais donc du coup, ça encore c'est pas trop grave, mais c'est juste que je me suis dit pendant que j'ai lisé entre les deux chapitres, je me suis dit tiens c'est bizarre, dans le CP0 il n'y avait pas des gens avant, Rob Lucci et Kaku, juste comme ça voilà. Là, en fait, il a mis en place, Oda, il a mis en place plein d'éléments, le Smord, le CP0, l'homme à la cicatrice en feu, Kid, l'eau, Luffy qui est devenu empereur, l'alliance de Luffy, là, les pirates de l'alliance de Luffy, c'est-à-dire, en gros, comment ils s'appellent déjà Bartholoméo, Cavendish, Sai, Hideo, tout ça, il y a plein de personnages. Mais en même temps, en fait, Oda, il dit juste, il se passe ça, et en fait, ça, c'est ça. Il développe plus son histoire, il développe plus la narration. Tout ce qu'il fait, c'est nous donner des réponses, et elles sont un peu décevantes, en final, ces réponses. Je veux dire, là, d'ailleurs, dans un sens, j'ai oublié pour Kuma. Alors, je sais pas, je crois que c'était pour protéger son royaume, hein, délire du genre, hein. Pour être honnête, hein, peut-être que je relirai plus tard, hein, mais là, pour le moment, j'ai pas envie. Mais du coup, j'avoue que là, Oda, en fait, il me fait plus rêver, tout simplement. Oda me fait plus rêver.
Si à une époque One Piece ça me faisait kiffer, ça me faisait triper, j'étais à fond dans l'œuvre, chaque instant était palpitant, là j'ai juste l'impression que Oda il va donner des victoires faciles à ses héros sans les mettre en difficulté, et que les difficultés qui vont traverser des situations, tout ça, en fait en réalité elles auront pas de sens parce que l'échelle de puissance Kaido, hein, l'échelle de puissance Kaido a été dépassée, et à partir de là c'est compliqué de mettre en scène des personnages qui vont représenter une menace pour Luffy, Zoro et Sanji. Je veux dire, du moment où on n'aura pas un truc du style, je sais pas moi, Barbe-Noire qui a mangé un troisième fruit du démon qui le rend encore plus puissant, et Doflamingo qui est libéré et qui va chercher des pirates de la rue de l'ancienne génération, celle de Gold Roger, j'en sais rien, tant qu'il n'y aura pas cette pression de se dire putain cet adversaire-là, je me demande comment ils vont faire pour le battre, ce sera plus aussi intéressant que ça a été jusqu'ici de suivre les aventures de Luffy. Bah parce que en fait à la fin on se dira juste ouais bon Luffy fait l'éveil, il lui met deux claques, il l'endort et c'est fin du combat. Voilà. Bon, on va arrêter cette review ici parce que j'avoue que même si là je me sentirais d'attaque de lire un troisième chapitre pour être honnête, le chapitre 1072, le poids des souvenirs, que j'ai pas parlé de la mini-aventure, les scientifiques, bon je sais pas ce qu'Oda va faire avec eux, mais en réalité je crois qu'on s'en fout un peu d'eux. Je crois me souvenir de ce il va se passer un truc qui sera peut-être intéressant plus tard. Vegapunk en tout cas, voilà, c'est un personnage intéressant Vegapunk, hein, je dis pas le contraire. Depuis le début de l'œuvre, depuis qu'ils ont parlé de lui à Alabasta, disant qu'il a été capable de faire manger des Zoan à des objets, et et que maintenant il a été capable de reproduire les pouvoirs de fruits du Paramecia à d'autres humains. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, il pourrait y avoir des personnages qu'on a complètement oubliés, notamment de la marine, comme Momonga, je crois qu'il s'appelle comme ça, le mec qui est parti récupérer Boa Hancock juste avant Marineford, avant que Luffy aille Impel Down. Ce serait intéressant d'imaginer un peu, alors je sais plus dans quel manga j'ai vu ça, c'est dans The Boys. Dans The Boys, il y a un truc qui ressemble un peu à ce que je vais dire, ça pourrait être intéressant de voir du trafic de Green Blood, tu vois, des ennemis qui étaient pas très forts, de Luffy qui ont perdu contre Luffy, par exemple, je sais pas, moi, ce serait intéressant de voir, genre, Chappa, là, j'ai oublié comment il s'appelle, Fofu Boru, un truc du genre, là, l'homme hibou, avec la fermeture éclair au niveau de la bouche, qui avait pas de fruit du démon, se shooter à coups de Green Blood pour avoir, je sais pas moi, les pouvoirs d'un des prisonniers d'Impel Down, comme par exemple Ivankov, et là t'apprends que depuis le début il y avait des prises de sang faites sur certains prisonniers, tu vois, des trucs un peu plus thriller, tu vois, je veux dire des histoires un peu plus, oh putain, il s'est passé ça, voilà, c'est ça qui manque, on se dit pas, oh putain, oh merde, waouh, on se dit plus ça, on est juste là en mode ok. D'accord, alors en fait depuis le début ça c'est ça. Et ça je me posais une question vite fait, et il m'a qu'à donner la réponse, pas le temps de faire des hypothèses, ça sert à rien. Et quand en plus, parce que pendant un moment mon petit frère regardait des vidéos sur One Piece, regardait des hypothèses de d'autres youtubeurs qui se sont lancés dans l'aventure reviewer One Piece, analyseur One Piece, et du coup ils avaient des hypothèses, des fois je me dis franchement, quand j'ai vu des hypothèses qui ont été présentées par, comment ça s'appelle, par des lecteurs, et que je vois ce que Oda fait avec son manga, je me dis que c'est un peu comme pour Game of Thrones, hein. Au final Game of Thrones, tout ce qu'ils ont fait c'est valider certaines hypothèses, en réalité ils ont pas inventé le scénario, ils sont partis sur les forums, qu'est-ce que pensent les gens, tiens ils croient que c'est ça, bon on n'a qu'à dire que c'est ça. Voilà, donc je trouve qu'il y a un peu une sorte de business malsain qui est en train de se produire au niveau des hypothèses dans la plupart des œuvres. Mais du coup, je trouve ça juste dommage parce que One Piece est vraiment un manga qui a été important pour moi. Au point que j'en ai fait une chaîne centrée dessus, où j'étais déter pendant toute la semaine, je bouffais du One Piece, je regardais les vieux épisodes, je regardais l'anime, je regardais les scans, je regardais les théories sur internet, je regardais les wikis pour avoir plus d'informations sur les personnages, je lisais les SBS, j'étais à fond dans One Piece. Mais là, quand je vois ce que Oda fait avec son œuvre, je suis juste en mode me dire, oh, heureusement que je suis passé sur Paladin, hein. Heureusement que j'ai préféré geeker Paladin comme un porc plutôt que de rattraper la chaîne One Piece en mode vestige du passé, parce qu'en réalité, il y a trop de points avec lesquels je suis en mode, ouais, bon, là c'est un peu décevant. Je veux dire, il y a bien 2-3 scènes qui sont un peu stylées, comme par exemple, là, dans ce chapitre, Kaku qui va détruire le Sunny, Zoro qui se réveille de sa sieste et qui est là en mode, ouais, qui a osé troubler mon sommeil, bande de bâtards, je vais vous découper en rondelles. Voilà, j'avoue que c'est une scène classe. Mais en réalité, ça n'a pas le même impact que si ça avait été contre, je sais pas moi, un adversaire où tu te dis, putain, est-ce que Zoro va le battre? Est-ce que Zoro est capable de battre ce personnage? Voilà, mais là du coup, Zoro, je sais plus qui est avec lui de souvenir, je dirais que du coup il y a Brooke, Robin,
et c'est tout. Et donc du coup, peut-être mettre un peu en avant, parce que c'est aussi un truc que j'ai remarqué, certains personnages n'ont pas eu le traitement qu'ils méritent. Je pense notamment à Usopp, dans le sens où Usopp, à Wano, il n'a pas eu de scène épique. Il a eu un moment où il a mis un peu d'artifice à Page One, et c'est tout. Usopp aurait mérité un combat, Usopp aurait mérité d'être mieux traité, surtout que Usopp, au début de One Piece, à It's Blue, pendant l'arc Alabasta, et même dans quel autre arc et même à Thriller Bark et après son entraînement, Usopp ça a été un peu le mauvais menteur, dans le sens où il est là, ils vont durer, mais en fait il est un peu pété. Mais quand la situation devient critique, Usopp il est capable d'être pertinent dans ses choix de stratégie. Et je trouve que ça manque de ça. En fait, je trouve que Oda, il respecte pas ses personnages. Dans le sens où il nous a fait tenir en haleine, en mode, waouh, ils se sont entraînés 2 ans. Mais au final, on n'a eu aucune scène mémorable pour les personnages. J'ai vite fait Zoro qui a coupé en deux un géant de pierre. Et encore, ses adversaires, ils n'étaient pas à sa hauteur. Le combat contre King, moi je me souviens de l'avoir lu en manga, en manga. J'ai trouvé qu'il était trop rapide. C'est-à-dire King, il a pas mis la pression à Zoro. Même si Zoro, il était blessé, je veux dire, le combat contre Kaido, Zoro, Luffy, Law, Kid contre Kaido, c'était intéressant. Mais des conclusions, je trouve qu'elles sont insatisfaisantes. Et là, je suis en train de noter que Oda, il fait tenir le mystère sur des sujets qui nous intéressent pas spécialement. Et sur les sujets qui nous intéressent, il nous donne des réponses qui sont trop facilement données, dans le sens où ça mériterait un peu plus de suspense et un peu un côté où le héros cherche aussi à savoir ce qui se passe, pour que nous, on ait quelqu'un, tu vois, je sais pas, je pense que Oda, il s'y prend mal. De manière globale, je pense que ce sera même le titre de cette review, Oda s'y prend mal, et donc du coup, voilà, on va s'arrêter là, pour être honnête. Je vais pas vous mentir, ça m'énerve pas, ça me consterne pas, mais je trouve juste que, pour être honnête, beaucoup de vidéos que j'ai vues sur internet avec des titres un peu putaclic qui passaient par-ci par-là et s'enflammaient un peu pour pas grand-chose, parce que personnellement, quand je vois à quoi semble ressembler l'arc Vegapunk, quand je vois les ennemis de l'arc Vegapunk, je me dis, ouais, bon, à part si Kizaru se ramène et qu'il se passe un truc, je sais pas, un Buster Call, n'importe quoi, qui fasse qu'il y ait une vague d'ennemis indénombrables qui mettent un peu la pression à l'équipage, pour qu'on puisse voir l'équipage enchaîner des situations dans lesquelles ils sont en difficulté et même avoir ce côté endurance. Je me le disais avant ces vidéos, je repensais au Buster Call d'Enies Lobby et je me dis, mais en fait, je pense que le manga il a besoin d'un truc comme ça. Il a besoin d'une situation critique où on sent que les héros sont dépassés. Là, moi, j'ai pas ce sentiment. Hein. En plus, j'ai lu un peu ce qui va se passer après. Là, je crois même que ce que je suis en train de lire, je l'avais déjà lu, mais que je l'avais oublié. Le 1071, peut-être que j'ai déjà fait une review sur la chaîne Boken no Rider. Hein, c'est possible. Mais du coup, j'avoue que je suis un peu déçu. Et que voilà, One Piece, j'ai comme le sentiment que Oda il sera pas capable de me refaire kiffer comme il a pu me faire kiffer par le passé. Voilà, c'est ce que je pense de ces 2 chapitres, c'est ce que je pense globalement du manga. Désolé si après si vous n'êtes pas d'accord, que vous trouvez c'est trop bien, je veux dire, c'est cool pour vous en réalité. Hein, je veux dire, on regarde une œuvre pour qu'elle nous aide à nous faire rêver, qu'elle nous permette de nous évader. Hein, on regarde pas une œuvre pour se torturer l'esprit, mais voilà, je veux dire, j'ai bouffé des séries, j'ai bouffé des films, j'ai bouffé des mangas pendant très longtemps quand j'étais jeune, et j'avoue que, en fait, je suis déçu parce que moi, je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Le manga Dragon Ball, il a commencé, c'était enfantin, c'était comique, et petit à petit, plus le public grandissait, plus ceux qui suivaient l'histoire grandissaient, plus les histoires elles ont commencé à devenir sérieuses, impactantes, mémorables, dangereuses. Ça s'est monté en sauce, c'est monté en échelle de puissance. Et même là, dans Super, en réalité, ça continue un peu dans cette vague avec l'aseptisation que force l'Occident, dans le sens où, ouais, mais nos enfants regardent, alors évitez de mettre trop de sang et trop de trucs un peu what the fuck. Voilà, c'est l'occidentalisation des mangas, je pense que c'est ça qui tue l'œuvre. Et en fait, voir Oda ne pas avoir grandi avec ses spectateurs, ne pas s'être dit, au début, mes spectateurs, ils avaient 14 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, ça fait 20 ans que je fais mon manga, j'ai pas les dates en tête, hein, je crois que ça dépassait 25 ans, hein, de souvenir. Et Oda, il n'a pas fait évoluer la maturité de son œuvre, dans le sens où, justement, il y a certaines scènes comiques, comme par exemple, voilà, j'en parle pas trop, parce qu'en réalité, je trouve que c'est une parenthèse qui est intéressante si on aime le personnage.
Mais en fait, ça aurait juste mérité une petite scène flashback, une petite confrontation. Là, Djibouti Riboni, je vois pas à quoi elle va servir dans l'histoire. Déjà qu'elle fait partie des personnages qui ont les pouvoirs cheatés de One Piece, dans le sens où elle te rajeunit à l'âge d'enfant, où elle te fait vieux comme un papy, tu peux plus te battre. Je veux dire, Rob Lucci, Kaku, il tiennent pas 5 minutes, à part si tu peux te protéger en te recouvrant de haki, de l'armement, j'en sais rien. En fait, c'est ça qu'il faut développer. C'est plutôt. En fait, les points qu'il faut développer, c'est les éveils du prix du démon, la duplication des fruits du démon, le haki, et Oda, il nous donne des réponses à des questions qu'on se pose depuis un certain moment, oui, mais qu'on a oubliées en réalité. Je veux dire, Bartholomew Kuma, j'avoue que à l'époque où il a séparé l'équipage, j'étais là en mode oui, mais pourquoi il fait ça? Et après, t'apprends que c'est un révolutionnaire, et après, t'apprends qu'il s'est transformé en cyborg pour protéger son pays. Je crois vraiment que c'était ça le délire. Et donc, du coup, Djibouti Riboni, j'avoue, apprendre que c'est la fille de Bartholomew Kuma, ça tombe à côté de la cible en fait. Oda, il a fait, je veux dire, Jewel Riboni, moi je me souviens d'elle, pour justement avant l'ellipse des 2 ans, elle s'était faite capturer par Barbe Noire. Barbe Noire avait appelé le gouvernement mondial pour dire ouais, on a capturé Jewel Riboni. Et Akainu, il était venu la chercher en personne, un amiral de la marine pour Jewel Riboni, et du coup ça avait fait monter le suspense autour de Jewel Riboni. Oh, mais qui est Jewel Riboni? Et mon hypothèse, comme quoi en fait ça aurait été une dragon céleste, une descendante des dragons célestes, je la trouvais beaucoup plus pertinente que ce soit la fille d'un Shichibukai, parce qu'en gros tout ce cinéma qui a été fait à l'époque, je comprends pas pourquoi, je veux dire, c'est la fille de Bartholomew Kuma, ok, mais je veux dire, la marine, elle est pas connue pour respecter les pirates, hein. Ils auraient pu dire, ouais, mais c'est une pirate, on la met en prison, je veux dire, elle avait même une prime. Il n'y avait pas de alive, comme il y a pu y avoir pour Sanji, on le veut en vie. Non, non, je veux dire, elle a été présentée comme membre de la pure génération, elle connaît un peu le business des dragons célestes, ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce soit la fille d'un dragon céleste qui a décidé de devenir une pirate. Je trouve que ça aurait été plus consistant à raconter que c'est la fille de Bartholomew Kuma, et elle avait retrouvé son papa, et son papa on peut pas le retrouver parce qu'elle a décidé de vendre son âme à la science pour protéger son pays et donc sa dynastie. Et en fait voilà, je suis déçu par les révélations, et je suis déçu par la tournure que prend l'histoire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc cette vidéo, je vous cache pas que je vais peut-être la séquencer, mais je risque pas de mettre d'image pour plusieurs raisons, les droits d'auteur, et aussi un peu la flemme, parce que j'ai envie de rattraper l'œuvre de One Piece, j'ai envie d'être à jour dans One Piece, mais en même temps il faut que le manga me fasse envie, et je vais pas vous mentir, j'ai de moins en moins envie de suivre cette œuvre, parce que je trouve que en gros elle respecte pas assez ses lecteurs, dans le sens où quand vous avez commencé à lire One Piece, vous étiez des enfants, des adolescents, il y avait aussi des adultes, hein, bien évidemment, mais vous étiez, on était à une époque où la génération elle était jeune, c'était un shonen, c'était adressé aux jeunes adultes, pas aux jeunes adultes, aux jeunes adolescents, mais vous avez grandi depuis. Donc je vais vous présenter des histoires plus matures, plus sérieuses, des difficultés pour les personnages plus impactantes. Je veux dire, là en gros, il y a comme une sorte d'halo d'immortalité au-dessus de chaque personnage, où tu te dis, ouais, bon, le mec qui peut se prendre une knock dans la gueule, il va survivre et dira, ah, les gars, désolé, je dormais. Enfin bref, voilà, c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et vous dire à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss. Purchase your track. Take that.